La station de bagages est ouverte au public tous les matins. Les visiteurs sont les bienvenus. On leur donne des informations sur notre travail. On cherche à faire connaître au plus grand nombre les marais qui sont le lieu d'une vie très riche, avec une faune extrêmement diversifiée. Chaque année, au moment propice à la capture des oiseaux, ce sont plusieurs dizaines de personnes bénévoles qui viennent prêter main forte aux permanents de la station. Depuis la création de la station, ce sont près de 100 000 oiseaux qui ont été capturés et environ 60 000 d'entre eux qui ont été bagués. C'est grâce à un réseau actif d'observateurs assidus que les contrôles des bagues peuvent être réalisés tout au long de la route de migration des oiseaux, nous renseignant ainsi sur la biologie des espèces. En France, les bagueurs travaillent sous la responsabilité du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, CRBPO, qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministère chargé de la protection de la nature, qui leur permet de capturer des oiseaux à des fins scientifiques et dans le cadre de programmes validés par le Conseil national de la protection de la nature. Le principe du bagage est simple. On attrape un oiseau. On lui pose une bague avec un numéro d'identification. Et quand on le rattrape plus tard, on peut ainsi connaître son déplacement. La réalité est en fait beaucoup plus compliquée. Attraper les oiseaux sans les blesser n'est pas simple. Les recapturer l'est encore moins. Les chances de reprise d'un passereau ne dépassent pas 1%. Les bagueurs ne sont pas des professionnels, mais des bénévoles. Les bagueurs ne sont pas des professionnels, mais des bénévoles. Cependant, cela exige une très grande connaissance des oiseaux, ainsi qu'un diplôme spécial délivré par le Muséum national d'histoire naturelle. Le bagage, c'est-à-dire la pose d'une bague métallique ou plastifiée avec un chiffre et des lettres, qui permet aux scientifiques de mieux connaître les trajets effectués par les oiseaux. Sur le terrain, un ornithologue qui repère les oiseaux bagués relève grâce à sa longue vue les numéros ou codes de couleur, puis transmet l'information à un organisme qui renvoie ces données aux chercheurs. Grâce à cette méthode, on a pu, au cours du dernier siècle, connaître et cartographier avec précision les migrations de la plupart des espèces de l'hémisphère nord. Les côtes de la Manche et puis de l'Atlantique, et puis il y en a pas mal qui viennent ici jusqu'à la pointe de Bretagne. Les ornithologues étudient également les oiseaux sédentaires pour connaître toutes les étapes de la reproduction d'une espèce. Un chercheur passe des centaines d'heures sur le terrain à observer, puis à peu près autant derrière son ordinateur pour saisir et interpréter les données collectées. De la taille d'un merle, c'est le plus grand des râles. Reconnaissable aux bandes noires et blanches sur les flancs et à son très long bec, partiellement rougeâtre. De loin, il paraît assez sombre, l'adulte ayant un dos brun-roux sombre, taché de noir, et un dessous gris-bleu ardoisé. Ses flancs sont barrés de noir et blanc. Sa courte queue est souvent relevée et montre des sous-caudales blanches. La gorge et la poitrine sont ardoisées. Il a de longues pattes rougeâtres. La femelle est plus terne que le mâle. Le juvénile a un bec plus court et moins coloré. Ses flancs sont aussi moins contrastés. Sa gorge et le milieu de la poitrine sont blanc sale. Il est gris tacheté en dessous. Il vole peu et paraît alors très maladroit, ses ailes courtes ne lui permettant que de brefs déplacements. Pendant son vol rapide, il a la tête et le bec abaissés et les pattes pendantes. Espèce solitaire, très discrète, le râle-d'eau vit caché au sein des roselières denses et dans les marais touffus. La nuit, l'activité des râles d'eau augmente, et il s'observe alors souvent à l'aube et au crépuscule. Mais on l'entend plus qu'on ne le voit. Il aime progresser en eau peu profonde, dans la végétation palustre. C'est un oiseau plutôt difficile à observer, en raison de cette habitude de se faufiler dans la végétation. Il se laisse néanmoins parfois bien voir à découvert
en limite des végétaux palustres. La méfiance du raldo est extraordinaire. Le moindre bruit le met en éveil. Il regagne alors rapidement le couvert en agitant nerveusement la queue, en se faufilant prestement dans la végétation dense du marais grâce à sa petite taille et à l'étroitesse de sa poitrine. S'ils sont dérangés, les raldos s'enfuient souvent en courant. Cependant, ils s'envolent sur une courte distance. Ce n'est que chassés par le gel qu'ils se montrent loin de la protection des roseaux, dans les prés humides. Inquiétés, ils s'immobilisent, se fiant à sa livrée rayée pour passer inaperçus. Alors j'ai F, 85, 453. Doucement, hein, je trouve que c'est Plus d'un an. Ouais. C'est pas la grosse usine. 113. Une femelle. Ah, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette petite, je la connais pas, c'est en polonais. Le bécassement Alaskanski. Je le connais pas. Non, je me disais, je connais pas celui-là. Je le connais pas. Oui, c'est Les cassots d'Alaska, t'as jamais vu non plus? rarement vu. Oui, rarement vu. Il ne niche pas encore. Sauf Non. dans l'Odette. Dans l'Odette peut-être. Ouais. Dans les Ou en rivière de Pont-l'Abbé. Je me demandais justement si c'était pas celui qui avait vu le neveu à Paul. Bah si, mais si, ils l'ont vu. J'avais jamais vu ça. Il peut y avoir des sifflements chroniques dans les oreilles. Il prenait la dernière page, là, il les a Alors, dit. Bec 37. C'est peut-être ça qu'il entend. Je me souviens d'une balade à Ouessant. Tout ce qu'on voyait. Bon, j'ai déjà vu ça dans l'Odette. Bon. 39 pour le Tars. Facile de les connu. Qui gagnait le connu. Bah, cette année, c'est le Steyr. Ah oui, c'était l'année du Steyr. Ah ouais, alors là, c'était... Moi, j'ai vu des comptes rendus, là, phénoménaux. Un site international. Mais ils ont trouvé aussi de l'autour, cet angle-là. Ils sont allés une fois, ils ont trouvé tout de suite l'autour. Ouais. Alors là, Jacques s'est énervé quand même. Jacques s'est énervé parce qu'il a dit à Paul, attends, moi ça fait 30 ans que je suis le Sangala, j'ai jamais vu un autour, et puis vous y allez une fois, vous en voyez tout de suite. Ça me semble bizarre. Ouais, tu es jamais d'accord. Paul s'est énervé. Ouais. Il a dû lui dire un truc du style, ouais mais nous on est des blancs quoi. 90 là. Son argument, ça Je faisais de l'ornitho, toi t'étais pas né. C'est sûr que... Remarque, tu peux dire ça. Bah oui. Cambia, femelle, âge 1. Donc là c'est la panure à moustache. Et c'est donc une jeune femelle de cette année. Là chez cette espèce il y a un dimorphisme sexuel dès la sortie du nid. Les mâles ont tout de suite le bec orange alors que les femelles ont le bec jaune-brun. Et donc là on voit tout de suite que c'est une femelle et les jeunes femelles ont les lores noirs comme ça alors que chez les adultes il y a des taches sur la tête, des taches brunes, donc c'est assez différent. Et donc là on voit que cet oiseau est en train de muer parce que tout ça c'est un plumage, tout ce qui est un petit peu beige ou rosé là c'est du plume neuve. Et vous voyez que sur les ailes il y a aussi des plumes là qui sont en pousse. C'est carrément une mue complète qui est effectuée chez les jeunes panures. Donc il y a tout le plumage est remplacé, y compris le plumage des ailes et de la queue.